La forêt. Apparue il y a 350 millions d'années, elle est essentielle à la vie sur Terre. 80% de la biodiversité y trouve refuge et un humain sur 5 subsiste grâce à ses richesses. Mais jour après jour, les forêts reculent alors que les hommes font face à un dilemme de plus en plus urgent. Comment concilier des besoins toujours grandissants avec la nécessité de préserver ces ressources si précieuses? Aux quatre coins de la planète, les forêts bruissent de solutions innovantes et respectueuses du monde vivant. Des hommes et des femmes font appel à la recherche scientifique, aux traditions ancestrales et à leur imagination pour réinventer les pratiques forestières de demain. Voici comment ces pionniers réécrivent ensemble la grande histoire de l'homme et de la forêt. Au sud-ouest de la France, le long de l'Atlantique, s'étend un océan vert. Joyau de la Gascogne, la forêt des Landes. Mais il y a seulement 2 siècles, cette immense pinède d'1 million d'hectares n'existait pas. Elle a été entièrement créée par l'homme. Ce projet démesuré a couvert ce bout de France de la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale. Depuis sa naissance au XIXe siècle, la raison d'être de cette plantation gigantesque est de jouer un rôle majeur dans l'industrie française. Mais la forêt peine à s'adapter au XXIe siècle et à ses nombreux bouleversements. Sans l'homme, elle ne pourrait pas survivre. Et cette dépendance pèse de plus en plus lourd sur les dizaines de milliers d'exploitants qui vivent de son bois. Aujourd'hui, plus que jamais, la forêt a besoin d'être réinventée, de trouver son équilibre dans un monde qui change. Mais l'homme est au cœur des Landes. Saura-t-il relever le défi? Si la forêt des Landes existe aujourd'hui, c'est finalement grâce à un fléau que l'homme combat depuis toujours: le sable. Pour comprendre la spécificité de la forêt des Landes de Gascogne, la dune du Pilat, c'est un très bon point de vue parce que c'est tout un symbole. Le symbole du sable ici, il est omniprésent. On voit là, à perte de vue les courbes, les ondulations du sable, qui est la terre des Landes sur 1 million d'hectares. On a l'eau à l'ouest, l'océan, avec le climat océanique doux et humide et qui va baigner toute la région. Et puis il y a le vent. On a ici 3 océans. Voilà, l'océan bleu, l'océan Atlantique, la dune, qui est un océan de sable ocre pâle, et puis l'océan vert de la canopée de pin. Ce que j'aime, c'est le matin tôt ou le soir tard, lorsque la dune et le sable a été balayé et qu'il n'y a pas de traces. Et dans le sable, tout marque. C'est-à-dire que le moindre oiseau, le lézard, le renard qui est venu, qui est passé à l'océan le matin, il a laissé ses traces sur la dune. Donc c'est un livre, en fait, c'est un livre, la dune. On peut lire tout ce qui s'est passé dans la nuit. Une dune, c'est un géant qui avance. Arrêté par l'océan d'un côté, il profite des forêts pour marcher sans répit sur les terres. Il y a 2 siècles, rien ici ne freinait sa course. Le sable progressait jusqu'à 40 mètres par an,
engloutissant tout sur son passage, marais et pâturages, puis maisons et villages. On planta des oyas, de hautes herbes qui stabilisent les dunes. Mais ce n'était pas suffisant pour arrêter cette avancée qui grignotait les terres jour après jour. Au lendemain de la Révolution, un ingénieur proposa alors un plan fou. Créer une immense forêt qui agirait comme une barrière contre la dune. L'arbre sur lequel il misait tout était une espèce autochtone parfaitement adaptée au sol sablonneux et au climat de l'Aquitaine, le pin maritime. Les pins maritimes, on les a artificiellement étendus sur l'ensemble du cordon dunaire pour fixer les dunes, pour empêcher que les dunes continuent d'avancer sur l'arrière-pays et engloutissent les villages. Ça a été le cas dans nombreux villages ici côtiers où on a déplacé les églises, où on a déplacé les villages au fur et à mesure de l'avancée du sable. Une fois passés les quelques villages qui peuplent alors les côtes landaises, on trouve un immense marécage, une lande humide dont il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges. La lande humide, il faut s'imaginer qu'à l'époque, c'était sur 1 million d'hectares. 1 million d'hectares de lande humide, donc des paysages ouverts à perte de vue, parcourus par des bergers avec leurs troupeaux. C'était quand même quelque chose d'assez unique. Cette immense plaine de marécages avait mauvaise réputation. On l'appelait le désert malsain, source présumée d'innombrables maladies. Mais ce qui convainc Napoléon III de faire planter des millions de pins dans les Landes n'avait rien à voir avec l'hygiène. On pourrait être un peu réducteur, mais c'est purement commercial. On connaît bien le dicton « tuer son chien l'accuse de la rage ». Donc on a accusé ces landes, ces grandes landes, de tous les maux. Paludisme, maladie, voilà, peste diverses, en disant que les gens vivaient mal. Mais en réalité, il y avait toute une culture, il y avait un vrai pays qui vivait. Et on a basculé l'économie rurale, pastorale qui existait, avec sa culture, avec son mode de vie, en une culture forestière. Avec la révolution industrielle en plein essor, le pin maritime était considéré comme l'arbre d'or. Son bois alimentait la construction des chemins de fer et sa résine devenait l'essence de térébenthine dont les industries chimiques naissantes étaient particulièrement avides. Alors, en 1857, commença un effort colossal de plantation qui devait radicalement transformer la culture et l'économie de toute une région. De bergers, les habitants des Landes devinrent résiniers et bûcherons. « 150 ans après sa création, la pinède est toujours le moteur économique de l'Aquitaine. L'extraction de la résine, devenue trop coûteuse en main-d'œuvre, a laissé place à l'exploitation forestière pour la construction et la papeterie. La filière bois emploie actuellement plus de 30 000 personnes et fournit à l'industrie française près de la moitié du bois dont elle a besoin. Transmis de génération en génération, le massif forestier landais est un domaine privé, aujourd'hui partagé entre près de 50 000 petits propriétaires. Jean Juillon est âgé de 72 ans. Il est issu d'une des plus anciennes familles d'exploitants forestiers des Landes. J'ai des souvenirs avec mon grand-père qui m'a amené ici pour la première fois, qui m'a donné des indices pour savoir exactement la différence de végétation sur un bon terrain et sur un moins bon terrain. Il m'a fait connaître de bonnes choses.
Les années 60 jusqu'aux années 80, il y avait du monde en forêt, c'est-à-dire qu'on avait les résiniers, on avait les bûcherons, mais les bûcherons c'était manuel, alors ils étaient nombreux. Et c'est une forêt qui vivait, on entendait des cris, on entendait chanter, on voyait du monde qui se promenait un peu partout, mais principalement des gens qui travaillaient et qui entretenaient la forêt. Tout le monde s'aidait et c'était une ambiance très agréable. Les arbres, c'est la vie. On voit la croissance des arbres d'année en année. C'est ce qui fait la vie, c'est ce qui donne de la fierté. C'est des arbres qui ont 65 ans, qui ont été plantés par nos aïeux, c'est-à-dire notre père. Et le grand-père participait aussi dans cette plantation. Moi, j'étais jeune, j'ai vu planter dans ces parcelles. Pour Jean Juillon, les arbres sont toute sa fierté. Une fierté qu'il a transmise à son fils, Jasmin, qui bientôt prendra la relève de l'exploitation. Tous les deux, ils marquent les arbres d'une parcelle pour préparer une éclaircie. Là, t'es plus joli. Celui-là, il est beau. Oui. « 140. 140. 160. 160. Tac. Ouais. Très branchu. Il est branchu. Ben, il y en a quelques-uns comme ça. Il y a 1 mètre, plus d'1 mètre de moins par rapport à l'autre. Regarde la différence. Une éclaircie sert à donner de la vitalité aux autres. C'est-à-dire, on démarre à 1250 pains hectares pour arriver ici à 60 ans à 300, 250, 300 pains hectares. Pour donner de la lumière et pour qu'ils puissent profiter en hauteur et grosseur. Indispensable, sinon, s'il n'y a pas assez de lumière, le pain végète, comme toute plante. Travailler dans une parcelle qu'a planté mon grand-père, ben, c'est un plaisir. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est une chance. 160. 160, c'est OK. Ah, moi, j'ai appris à marquer les pains avec mon père. Le geste que je fais, c'est le même geste que mon grand-père faisait, que les résiniers faisaient. Donc c'est quelque part un geste qui a traversé les âges. Bon, les circonférences, mais gros nœuds, tu vois. Oui, il y a des gros nœuds. Ouais. C'est le meilleur moment pour un sylviculteur, être avec son fils, marquer des arbres et faire de temps en temps une évaluation des arbres et parler entre nous, de savoir qu'est-ce que tu en penses. Pour nous, c'est une satisfaction. Voilà, l'aboutissement pour nous, c'est avoir de belles tiges, avoir de beaux pins. Pour tous les forestiers des Landes, la préoccupation majeure est d'augmenter la rentabilité de leurs parcelles, c'est-à-dire de produire le meilleur pin, parfaitement rectiligne et sans trop de branches. Pour cela, il faut travailler à améliorer l'espèce. Dans cette quête de l'arbre idéal, les sylviculteurs ont une alliée, la recherche scientifique. Menée par l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Ingénieure, Annie Raffin dirige un programme d'amélioration du pin maritime. Une patiente sélection et des croisements contrôlés lui ont permis d'obtenir des arbres toujours mieux adaptés à l'exploitation sylvicole. L'amélioration du pin maritime, ça a commencé à l'INRA en 1960. Et la première étape, c'était de sélectionner des arbres remarquables, qui avaient un volume et une rectitude, des branches parfaites, etc. par rapport à leurs voisins. Donc les techniciens ont parcouru les Landes et ont repéré ces arbres.
Sur ces arbres, on a récolté des rameaux. Ces rameaux, on les a greffés donc en plusieurs exemplaires. Le greffage est une technique de reproduction qui permet d'obtenir plusieurs copies conformes d'un même arbre afin de transmettre l'intégralité de son patrimoine génétique à sa descendance. En greffant des rameaux prélevés sur les pins adultes les plus performants, on parvient à diffuser largement leurs caractéristiques. Les croisements ne doivent avoir lieu qu'entre pins dotés du même profil génétique idéal. Cette reproduction programmée, qui ne doit plus rien à la nature, ne s'obtient qu'au prix de grands efforts. Isolées dans des sacs étanches, les fleurs sont fécondées artificiellement en injectant dans la poche en plastique du pollen prélevé sur les pins mâles. C'est l'unique manière de garantir la transmission du bon patrimoine génétique. Dans le programme de sélection, on a besoin de contrôler les pédigrés des individus, de savoir exactement quels sont leurs parents, grands-parents, etc. Parce qu'il faut absolument qu'on évite de croiser des individus apparentés entre eux. Parce qu'en fait, chez les arbres, comme chez les animaux, il y a un phénomène de consanguinité. Et croiser des arbres qui seraient frères entre eux, ça va donner une famille qui aura des gros problèmes de croissance, par exemple, ou qui ne fleurira plus ensuite. Mais avant d'effectuer les bons croisements, il a fallu trouver les spécimens au profil parfait. Il y a 40 ans, l'INRA a sélectionné 700 pins d'exception, droits et robustes. Ces arbres, aujourd'hui, sont les pères d'une grande partie de la forêt des Landes. Cet individu, je le connais, un bon géniteur qui a été croisé pas mal de fois. Certains de ces arbres, je les connais, on peut dire, puisque j'ai fait des croisements avec ces arbres et puis on observe aujourd'hui leurs descendants. Et après moi, quelqu'un d'autre continuera la sélection avec les générations suivantes. Un programme de sélection pour un arbre forestier, c'est une échelle de temps très longue. Et nous, entre le moment où on fait un croisement entre des bons parents et le moment où les meilleurs descendants vont pouvoir être utilisés dans une variété améliorée, il peut se passer une vingtaine d'années pour faire un cycle total de sélection. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'intéresse déjà à des arbres qui pourront pousser dans le climat de 2050. L'objectif, c'est de fournir aux sylviculteurs des variétés améliorées pour la croissance, la rectitude, l'adaptation aux conditions environnementales, de façon à en fait soutenir la production de bois en Aquitaine. En alliant leurs forces, scientifiques et sylviculteurs ont réussi à relever le défi de la productivité. Alors qu'au début du XXe siècle, les pins ne pouvaient pas être abattus avant 60 ans, ils parviennent aujourd'hui à maturité à seulement 40 ans. Pour Jean Juillon et son fils, aujourd'hui est un grand jour. C'est celui de la coupe rase. Assister à une coupe rase, c'est comprendre toute la raison d'être de la géométrie parfaite de la forêt des Landes. Les pins ont été plantés en ligne pour faciliter le passage des machines. La distance entre chaque rangée a été calculée afin de permettre aux engins de coupe de manœuvrer. Ça fait partie du cycle naturel de la forêt, donc on coupe les arbres et ensuite on les replante 5 ans après, en moyenne. Quand on abat une forêt, on a passé du temps. Quand on remarque que c'est une satisfaction, quelque temps après, quand on voit que c'est nu, on a un petit pincement. Ça ne dure pas. Ça dure un mois, ça dure le temps de la replantation. Une fois qu'on replante, on n'y pense plus.
L'alternance des éclaircies, des coupes rases et des replantations rythme la vie de cette forêt entreprise. Sans cette constante attention de l'homme, la forêt est vulnérable. S'il l'abandonne complètement, c'est la catastrophe. 1949. La guerre a forcé des sylviculteurs à déserter leurs parcelles, et peu sont revenus. La forêt est encombrée de bois morts et de broussailles. L'été s'avère être particulièrement sec. Ce qui suit, les gens d'ici s'en souviennent encore. L'incendie détruit près de la moitié du massif et fait 82 victimes. L'homme a tiré les leçons de ce désastre. Et 60 ans plus tard, la forêt des Landes est considérée comme un exemple en matière de lutte contre le feu. La mission, c'est on coupe le flanc droit du feu et on va éteindre à la pointe, ok? Afin d'être prêts en cas d'intervention, les pompiers s'entraînent tous les jours. Des dizaines de tours de surveillance ont été installées et 500 puits stratégiquement placés fournissent aux pompiers l'eau dont ils ont besoin. Une action concertée entre pouvoirs publics et forestiers a permis la création de 28 000 km de pistes que les pompiers empruntent aujourd'hui presque quotidiennement. Depuis la mise en place de ce dispositif, le nombre d'incendies a considérablement diminué. Les sylviculteurs eux-mêmes sont constitués en association et c'est eux qui contribuent à la mise en place des pistes forestières qui sont stratégiques pour nous parce que c'est grâce aux pistes qu'on pénètre au pied des parcelles. Donc c'est eux qui contribuent à cette mise en place et également des puits forêts donc, que vous voyez qui alimentent nos camions en eau et qui nous permet d'être plus efficaces dans la lutte. Les résultats obtenus grâce à l'étroite collaboration entre sylviculteurs et combattants du feu prouvent qu'il est possible de résoudre les problèmes complexes que pose un massif de la taille des Landes. En fait, la spécificité de notre technique sud-ouest, comme on l'appelle, qu'elle repose sur cette pénétration dans le massif, parce que la topographie s'y prête, et vous le voyez, le massif est relativement entretenu, relativement plan, donc les camions sont capables de progresser dans le sous-bois, donc ils peuvent aller chercher le feu. A contrario des autres techniques feux de forêt, notamment celle du sud-est, où au regard de la topographie, vous êtes obligé d'attendre le feu sur des pistes, sur des chemins, et essayer de l'arrêter à ce niveau-là. Ces mesures innovantes sont arrivées à temps, car aujourd'hui, le réchauffement climatique a multiplié les périodes de sécheresse. Depuis sa création, la forêt n'a jamais été aussi vulnérable au risque d'incendie. Mais si le feu peut être maîtrisé par l'homme, il est un autre ennemi contre qui personne ne peut rien. Le vent. En l'espace de 2 décennies seulement, la forêt a subi 4 tempêtes destructrices. La plus violente, l'ouragan Klaus, a déferlé sur les Landes le 24 janvier 2009. Certaines bourrasques avoisinaient les 200 km/h. Les conséquences furent tragiques. 12 morts, presque 400 000 hectares de forêt détruits. Mais la puissance dévastatrice du vent fut multipliée par un autre facteur, l'humidité des sols en hiver. Plantés dans une terre ramollie par la pluie, les arbres déracinés par le vent s'écroulèrent les uns sur les autres comme autant de dominos. Pour les sylviculteurs landais, le 24 janvier 2009 fit l'effet d'un électrochoc et souleva une question capitale. La tempête était-elle une anomalie météorologique ou un signe des temps à venir ? On va pas trop vite ici. Ouais. À chaque fois que Jean Juillon est de retour sur une parcelle qu'il n'a pas encore replantée, il se souvient de cette nuit terrible où il a failli tout perdre. Un matin, je faisais le tour de la parcelle. Et puis, bon, les conséquences de Klaus, en manque de, en gros, 2 hectares de pins qui étaient par terre.
On est un peu abattu quand on voit des arbres par terre, cassés. C'est une image qu'on ne connaît pas, c'est une image de guerre. C'est une image un peu qui est particulière. C'est difficile à encaisser. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas s'il faut continuer notre sylviculture, comme on faisait. J'ai douté. Au départ, j'ai douté. Depuis la tempête de 2009, tous les exploitants landais doutent eux aussi. Dans un futur où les ravages causés par les tempêtes deviennent de plus en plus fréquents, la forêt des Landes est-elle durable ? Pour déterminer pourquoi les dégâts ont été dans les Landes si extrêmes, les scientifiques ont voulu regarder de près ces pins maritimes, et en particulier leurs racines. Donc les racines, c'est presque la moitié de l'arbre, donc ça a un rôle important au niveau absorption d'eau et d'éléments minéraux, mais aussi sur la stabilité. Et comme sur les Landes, et même en Europe, la stabilité est un problème majeur, puisque la plus grande cause de dégâts en forêt, que ce soit des dégâts d'insectes, des dégâts de feu, tout ça, en Europe, c'est le vent, c'est les tempêtes. Je crois qu'il va tirer à combien, celui-là? Vu la section, vu la hauteur, 2-3 tonnes. Des ingénieurs de l'INRA ont mis en place des tests pour comprendre une caractéristique fondamentale: la capacité du pin maritime à résister au vent. Il est parti. Ces treuils sont capables d'arracher les arbres comme le ferait une violente tempête. Le premier but dans les mesures, c'est souvent de comprendre pourquoi ça tombe. C'est-à-dire qu'on a eu des dégâts énormes dans notre forêt, des arbres qui sont tombés, et on veut essayer de comprendre les mécanismes de comment ça tombe, et puis après, quels sont les facteurs qui font qu'un arbre va tomber plus facilement ou pas. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est les méthodes d'implantation? Est-ce que ça va être d'autres choses comme la densité de plantation, ainsi de suite. Le déracinement des arbres permet aussi de mieux comprendre la structure du sol landais. Un sol sableux et meuble, offrant peu d'emprise aux racines du pin, que la nappe phréatique, très peu profonde sur ces anciens marécages, empêche de se développer complètement. Mais un autre phénomène explique également le faible ancrage du pin maritime. Une couche dure comme la pierre, qui s'est accumulée au fil des siècles sous l'action du lessivage du sable par les eaux de pluie, l'alliose. Un véritable bouclier minéral situé à moins d'1 mètre de profondeur que les racines des arbres n'arrivent pas à percer. « 50, 42, 33, 17, 13. » La modélisation informatique du système racinaire a permis de mieux comprendre comment les pins maritimes s'adaptent à la contrainte du sol landais. La racine principale de l'arbre, qu'on appelle le pivot, est très rapidement bloquée par l'alliose. Les racines traçantes se développent à l'horizontale, à quelques centimètres de la surface seulement. La croissance des racines de l'arbre s'arrête dès ses premières années. Dans la forêt des Landes, il est donc fréquent qu'un arbre d'une 50aine de mètres de hauteur ne soit ancré dans le sol que sur quelques dizaines de centimètres de profondeur. La faiblesse de l'enracinement du pin est une des raisons de sa fragilité face au vent. Mais ce n'est pas la seule.
chercheur à l'INRA, Yves Brunet étudie l'impact des tempêtes sur l'ensemble du massif forestier. Ces outils, des anémomètres et des capteurs placés en haut d'une tour d'observation. Le vent, c'est d'abord un phénomène météorologique qui est piloté par des différences de pression dans l'atmosphère. Après, quand il arrive au voisinage du sol, il peut être modifié par la présence d'arbres, par la présence de végétation, de bâtiments. Lorsque le vent aborde une forêt, par exemple, il va ralentir sous l'action mécanique des arbres. Et au voisinage du sol, vous avez très peu de vent, alors qu'au-dessus de la forêt, vous en avez encore beaucoup. Donc au niveau du sommet de la forêt, vous avez une grande variation de vitesse de vent, un cisaillement. Et ce cisaillement est très important parce que c'est lui qui va générer de la turbulence. Les recherches de l'INRA ont permis de mieux comprendre comment le vent prend de la vitesse et pourquoi il a par endroits un tel impact. Sous l'effet de quelques rafales, en fait, le vent va commencer à faire tomber un arbre, puis deux, puis trois. Et il y a une taille de trouée caractéristique à partir de laquelle le vent va pouvoir s'engouffrer dedans et accélérer. Et à ce moment-là, commencer à attaquer plus sérieusement la forêt. On constate des trouées dans le sens du vent, ce que certaines personnes appellent des couloirs de vent. Ça, c'est un phénomène assez fréquent. Le morcellement des parcelles et la difficulté à coordonner une action pour l'ensemble du massif sont d'autres points faibles de la forêt landaise. Pour anticiper la prochaine tempête, les chercheurs envisagent désormais l'impact du vent à une autre échelle, celle de la forêt entière. Les forestiers ont beaucoup raisonné à l'échelle de la parcelle. Nous, on s'intéresse aussi à une échelle un peu plus grande qui est celle du paysage forestier, du massif forestier. Et on essaye de comprendre si le degré de fragmentation de la forêt peut avoir un impact sur sa stabilité au vent. On voit bien quand on se promène dans les Landes que la forêt n'est pas un massif continu. On a des champs de maïs, on a des habitations, on a des clairières, on a beaucoup d'hétérogénéité. Et là, on pourrait être amené, en fonction de nos résultats, à préconiser des regroupements de parcelles, des plans de coupe un peu coordonnés, des choses comme ça. Dans un milieu où la forêt est extrêmement morcelée et divisée en de nombreuses petites propriétés, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire passer. Si les bouleversements du climat inquiètent tous les exploitants, quelques-uns remettent en cause les fondements mêmes de la forêt des Landes. Jacques Azra, propriétaire de 200 hectares de forêt, est l'un d'eux. Pendant l'ouragan, le soir de l'ouragan, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je change quelque chose si je voulais rester forestier. Préoccupé par les pertes causées par les tempêtes, Jacques Azra a considéré toutes les stratégies alternatives. Une seule a retenu son attention, la sylviculture pro-silva. Une sylviculture basée sur la gestion du massif, dans le respect des processus naturels de croissance et de renouvellement de la forêt. Mais qui dit forêt naturelle, dit plusieurs espèces d'arbres sur une même parcelle. Un principe contradictoire avec la raison d'être de la forêt des Landes, fondée sur la monoculture du pin maritime. Alors là, je suis en train d'élaguer un joli chêne sur une parcelle qui fait partie de ma forêt et qui est très mélangée en essence. C'est-à-dire là, c'est un chêne, mais un petit peu plus loin, il y a des pins, il y a aussi quelques frênes. Bon, il y a un mélange relativement important en essence. L'influence des feuillus est une chose très importante dans le fonctionnement d'une forêt. Par exemple, dans le cas d'une forêt de pins maritime, si vous avez ne serait-ce que quelques feuillus, ça permet d'enrichir un petit peu le sol. C'est-à-dire que les feuillus se développent à condition que le sol soit un peu plus fertile qu'à côté, mais en plus, une fois qu'ils sont installés, leur présence améliore le sol. C'est-à-dire que leur présence améliore les conditions de croissance du pin maritime. Sachant que le pin maritime dans la région, c'est l'essence objective pour quasiment la totalité des sylviculteurs.
et que c'est une essence pour laquelle une filière commerciale et industrielle existe et est très puissante. La polyculture ouvre de nouvelles perspectives. Mais elle représente une rupture radicale avec le modèle d'exploitation en place depuis des décennies. Pour changer la forêt, il faut d'abord changer les hommes. Et dans les Landes, les habitudes ont la peau dure. Mais un parasite pourrait bien tout bouleverser. Avec l'arrivée du XXIe siècle, un phénomène déjà connu des bûcherons s'est multiplié jusqu'à décimer des écosystèmes entiers. Ce sont les invasions biologiques. Hervé Jactel, entomologiste, étudie de près les insectes ravageurs qui ont envahi les Landes. La plupart des forêts dans le monde subissent actuellement une augmentation massive des risques sanitaires et la forêt des Landes n'échappe pas à la règle. C'est lié à deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est le changement climatique et le second, c'est le problème des invasions biologiques. Le changement climatique se traduit par une augmentation des températures qui favorise les insectes, donc qui font plus d'individus par population, et donc plus de populations qui se traduisent par plus de dégâts sur les arbres. Les invasions biologiques, ce sont tous les insectes qui sont introduits lors des échanges commerciaux, les containers qui arrivent dans les ports, dans les aéroports. Les insectes émergent de ces zones d'introduction, peuvent gagner la forêt et développer des épidémies parce qu'elles ne sont pas régulées par leurs ennemis naturels. Au premier rang des ennemis de la pinède, un insecte parasite bien connu des sylviculteurs, la chenille processionnaire du pin. Redoutable herbivore, elle a trouvé dans les Landes l'environnement idéal où s'épanouir. Le pin maritime fait parfaitement son affaire, car les conifères sont l'habitat préféré de ces insectes voraces. Elles tissent leurs cocons dans les branches et se nourrissent de ces aiguilles. Les colonies de processionnaires affaiblissent les pins qu'elles infestent, en dévorant leurs feuilles chaque nuit. Même s'il ne meurt pas, l'arbre est affaibli par l'attaque, se développe mal et devient une proie facile pour d'autres ravageurs. La lutte contre la chenille processionnaire est urgente, mais difficile, surtout dans un massif aussi immense que celui des Landes. Plutôt que de réfléchir au traitement par des insecticides, les scientifiques se sont intéressés aux armes développées par l'écosystème lui-même. Des recherches sur des pinèdes du monde entier ont mené à un constat surprenant. Les ravages de la chenille processionnaire sont beaucoup plus élevés dans les forêts plantées exclusivement de pins que dans les forêts où poussent plusieurs espèces d'arbres. Hervé Jactel eut alors l'idée de se pencher sur les prédateurs de cet insecte ravageur. Donc là, j'installe une pompe de processionnaire du pin qu'on a obtenue au laboratoire sur une branche de pin maritime. La comparaison entre différents écosystèmes permet de déterminer quels sont ceux où les ennemis de la processionnaire se développent le mieux. Donc l'objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui expliquent pourquoi la prédation est plus forte dans les mélanges de pin maritime et de feuillus, notamment de bouleaux, que dans les peuplements purs de pin. La mésange charbonnière fait partie des rares oiseaux qui osent s'attaquer aux nids de chenilles processionnaires et leurs terribles poils urticants. Seule la huppe facie est plus efficace. En déterrant les cocons cachés dans le sol, elle détruit près de 70% des larves de processionnaires. Malheureusement, ces deux espèces d'oiseaux font partie de celles qui peinent à s'adapter à une forêt constituée exclusivement de pins maritimes. Ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en place une lutte biologique préventive consistant à diversifier les essences forestières pour proposer différents habitats à des ennemis naturels qui résident dans ces forêts mélangées et qui peuvent ainsi contrôler de façon naturelle n'importe quel insecte ravageur qui viendrait attaquer le pin maritime, que ce soit la processionnaire du pin, des scolites ou d'autres insectes éventuellement invasifs qui pourraient arriver dans nos forêts. Si la chenille processionnaire rend nerveux les forestiers, la menace d'un parasite encore plus vorace plane au-dessus des arbres des Landes, le nématode du pin. Ce ver microscopique a déjà décimé des forêts entières au Japon,
Il pénètre au cœur des arbres et les assèche en bloquant la circulation de l'eau. Il est aujourd'hui arrivé aux portes de l'Europe. Il voyage dans l'abdomen de certains capricornes, qui eux sont déjà là. L'un d'eux est le Monocamus. Le Monocamus est ce qu'on appelle un insecte vecteur du pathogène, du nématode. Alors autant le nématode est exotique, introduit de Chine, autant le vecteur, l'insecte, il est présent en Europe depuis toujours. C'est un insecte indigène. Le nématode du pin actuellement ne se trouve qu'au Portugal, où il a été introduit et découvert en 1999. Il se multiplie extrêmement vite, il fait une génération tous les 5 jours et il peut tuer un arbre en 3 semaines. Et donc il était très important pour nous d'estimer la capacité de déplacement de cet insecte pour savoir à quelle vitesse le nématode pouvait se propager. Et on a pu déterminer que le Monocamus avait des capacités de vol extraordinaires, puisqu'il peut voler jusqu'à 40 km par génération. Donc ça veut dire que le front de progression peut être de 40 km par an, et donc ce qui explique que progressivement, il va gagner l'Espagne et arriver en France tôt ou tard. Au Portugal, malgré des mesures de contrôle, des traitements chimiques et l'établissement de zones de sécurité, le nématode a gagné tout le pays en 5 ans. Pour les Landes, il ne reste qu'une seule défense possible, jouer de la résistance de la forêt elle-même en la diversifiant. On se rend compte que les forêts mélangées, qui associent donc plusieurs essences forestières, ont bien d'autres avantages que la seule régulation des insectes ravageurs. On se rend compte par exemple qu'elles sont souvent plus productives, parfois plus résistantes à la sécheresse. Elles accueillent aussi une meilleure biodiversité. Elles sont aussi souvent plus accueillantes pour le public. Donc en fait, on gagne souvent sur plusieurs fronts en réfléchissant à une sylviculture qui n'est pas basée sur une monoculture d'essences, mais plutôt sur l'association de différentes essences forestières. Quand la forêt des Landes fut créée, la biodiversité n'était pas encore à l'ordre du jour. Et là se trouve peut-être le talon d'Achille du massif landais. Les forêts du littoral qui ont été semées au XIXe siècle sont des forêts monospécifiques, avec du pin maritime essentiellement, et un sous-étage relativement modeste, qui est représenté par quelques bruyères, de la fougère éventuellement, ou un petit peu d'arbousier. Mais il manque des compartiments de l'écosystème. Donc ce sont des forêts qui sont relativement plus sensibles. Une forêt plus hétérogène présente d'immenses avantages écologiques. Mais aux yeux des exploitants, le bénéfice déterminant de ces systèmes d'exploitation proches de la nature reste l'augmentation de la rentabilité. Je pratique effectivement une sylviculture aussi proche que possible de la nature, c'est-à-dire que en fait, je considère que mon véritable outil de production, c'est l'écosystème. C'est pas les tracteurs que je vais promener dans la forêt qui vont faire des dégâts et des dégradations. Si j'arrive à avoir des écosystèmes qui sont dans leur état le plus naturel possible, c'est là qu'ils seront le plus efficaces, le plus productifs. Mes préoccupations, elles sont économiques. Je cherche à vivre de ma forêt. Voilà. Mais pour ça, je ne peux pas faire abstraction des conditions de croissance, c'est-à-dire du sol, du climat, de la faune en présence, de la diversité végétale. Tout ça, c'est un tout, en fait. Au final, si tout ça marche bien, c'est mes revenus qui seront améliorés. Mes objectifs de production, c'est ce qui existe de plus haut, de plus noble, de plus rémunérateur comme type de bois. Savoir qu'un arbre qu'on a connu, qu'on a élevé, qu'on a coupé, qu'on a vendu ou utilisé soi-même, savoir que cet arbre est devenu du bois d'œuvre, qu'il est devenu une partie d'une maison ou d'un meuble ou d'un escalier, d'un bureau, évidemment c'est très satisfaisant. Il y a un côté affectif qui est important, mais ce n'est pas le seul. Et il y a aussi le fait que le bois, si on le met en œuvre, par exemple dans une charpente, eh bien, le temps que l'arbre pousse, mettons 80 ans, c'est 80 ans de gaz carbonique
qu'on piège de l'atmosphère et qui est stocké sur pied dans l'arbre. Ensuite, si on en fait une charpente, eh ben, ça sera encore 100 ou 200 ou 300 ans de stockage de ce carbone qui est, il ne peut plus aller alimenter la couche de gaz carbonique. Donc c'est une contribution très importante au climat, à l'évolution de nos sociétés. En laissant la nature faire son travail, Jacques Azra a renoué avec un type de forêt qui ressemble beaucoup à la forêt originelle des Landes. Celle qui couvrait une infime partie du territoire, bien avant que l'homme ne plante le million d'hectares de pins maritimes. De cet ancien écosystème forestier, il ne subsiste aujourd'hui que quelques îlots ancrés sur la dune. L'un de ces derniers vestiges se trouve au nord du département, près de l'étang de Coussot. Cette forêt originelle a depuis toujours bien résisté aux tempêtes, aux incendies et aux attaques parasitaires. Riche d'une multitude d'espèces animales et végétales, cette forêt aurait-elle quelque chose à nous apprendre? Voilà. On traverse un petit îlot d'Osmonde Royal. Et on va pouvoir longer la dune. À droite, ce sont les fougères aigles, omniprésentes sur la forêt landaise. Les Osmondes royales sont plus rares, elles sont inféodées aux zones humides, fraîches, humides. Ça donne un aspect un peu tropical. On est en présence d'une forêt dite naturelle, qui est apparue peu de temps après la formation des dunes anciennes, dunes de forme parabolique, il y a à peu près 1500 ans. Donc c'est une forêt naturelle, avec des composantes que l'on retrouve autour de nous, faites de pins maritimes, puisque c'est une essence autochtone à la région, de chênes pédonculés, de bouleaux, de chênes verts, d'arbousiers, donc les essences sont variées. Donc effectivement, l'écosystème a eu le temps de se développer avec toutes ses composantes, avec toute sa diversité. C'est quand même aussi un atout, puisque ce sont des forêts vivantes, ce sont des forêts dans lesquelles on va retrouver nombreuses classes de vertébrés, d'invertébrés, donc avec une faune abondante, avec une flore aussi abondante, donc ça c'est effectivement un plus. De cet îlot originel, la forêt rassemble tous les éléments nécessaires à son équilibre. Grâce à eux, elle a mieux résisté aux tempêtes, aux attaques parasitaires et s'est régénérée spontanément après les incendies. C'est aux hommes qu'incombe la responsabilité de garantir l'avenir de la pinède artificielle qu'ils ont fait naître. La diversification des essences d'arbres n'est pas l'unique solution à ces problèmes. Mais il est temps de comprendre que pour réaliser pleinement le potentiel de la forêt des Landes, qu'il soit écologique ou économique, l'homme a tout à apprendre de l'équation complexe et parfaite créée par la nature elle-même.